Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire en direct sur TV5 Monde. Mon invité ce matin, c'est Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin, vous êtes président de la région Normandie, vous êtes également ancien ministre de la Défense. On va regarder tout au long de cette émission comment un président de région voit l'actualité politique, parlementaire aussi et internationale. Justement, je démarre avec une question internationale. Il y a une grosse incertitude sur l'issue de l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris ou Donald Trump. L'attitude des États-Unis va changer sans doute à l'égard de l'OTAN dans le cadre de cette élection et de l'élection de l'un ou l'autre. Si c'est Trump surtout. Si c'est Trump surtout. Mais je m'adresse là justement à l'ancien ministre de la Défense. Est-ce qu'on aura les moyens de compenser une absence des Américains ou une diminution de l'aide américaine à l'OTAN et à tout un tas d'institutions européennes? Est-ce qu'au fond, ça ne va pas affecter encore plus nos problèmes budgétaires et financiers? La première chose, c'est que les Européens ont démissionné en matière de défense depuis des décennies. Le sujet, il est là. Quand vous étiez ministre de la Défense, vous l'aviez déjà constaté? Il y a deux pays qui ont continué à faire un effort, ce sont les Anglais et les Français. Les autres ont abandonné, ils ont considéré qu'ils avaient le parapluie américain, que ça leur allait très bien comme ça. Et donc avec des Américains que j'ai entendus 10 fois, 20 fois, quand j'étais ministre de la Défense, quand j'étais parlementaire, nous expliquer qu'il fallait partager le fardeau. Ce fardeau, on ne l'a jamais partagé. On a toujours considéré que les États-Unis, 50% des dépenses militaires mondiales, 50% des dépenses militaires mondiales, ça suffisait. C'était très bien. Sauf que les Américains regardent beaucoup plus vers le Pacifique. Et puis nous, cet effort, on ne l'a jamais fait. On n'a jamais... Quand la France a présidé l'Union européenne, j'étais ministre de la Défense quand Nicolas Sarkozy était président de la République en 2008. On a vraiment bossé sur le fond pour partager un certain nombre de choses. On n'a jamais réussi. Et ça va affecter on n'a jamais réussi. Le seul accord, je le dis aux Français qui souvent s'interrogent, etc., sur la place du Royaume-Uni, le seul accord qu'on a eu, qui est un accord extrêmement sérieux, ça a été un accord avec les Anglais, mais qui était un accord d'État à État. Nos finances et nos budgets. Est-ce que ça va affecter suppléer pour nous Français? Non, parce que l'effort en matière de défense est important. Pour la France, la difficulté, elle est que nous avons à la fois à équiper des forces conventionnelles, à maintenir la dissuasion, ce que n'ont pas les autres, sauf les Anglais, et puis par ailleurs de se préoccuper des nouvelles formes de menaces, notamment la cybersécurité, le spatial, etc. Oui. Donc quand on ajoute tout ça, il est évident que nos besoins budgétaires ne sont jamais suffisants. Mais la France fait un effort, et un effort important, et nous sommes encore une puissance militaire. Au moment où les Français s'interrogent sur notre déclin général, on va y revenir il y a un espace dans lequel on maintient encore le rang, c'est l'armée. C'est Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense et président de la région Normandie, qui est notre invité ce matin. Justement, Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Ouest France à Paris, est sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. On parle de 5 milliards d'économies à faire l'année prochaine dans le budget pour les collectivités. Mais vous rigolez, c'est pas 5, c'est 6. C'est 6,5 même. 6,5, c'est oui. 6,5. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, vous, l'ancien président de l'Association des régions de France? Vous êtes vent debout contre cette mesure. Elle est injuste, irréalisable, dangereuse? Non, mais il faut que les collectivités locales fassent une partie de l'effort, mais qu'ils fassent... Mais pas autant. Mais pas autant. Enfin, c'est juste... Je voudrais juste pointer ce que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas si on va y revenir après, mais ça peut introduire le débat sur cette histoire d'effort des collectivités locales. Si vous voulez bien me donner 30 secondes. Allez-y, je vous en prie. Nous allons vivre, je vous le dis, une récession économique majeure l'année prochaine. Tout est en route. Tout. Il n'y a plus... Je suis président de la première région industrielle de France, 21% du PIB régional. L'investissement industriel est à l'arrêt. Il y a des très grands projets industriels, mais avant qu'il y ait des retombées, c'est très long. La consommation, vous le voyez, est à l'arrêt. Les restaurants, qui sont un très bon indicateur, connaissent moins 10, moins 15, moins 20% de chiffre d'affaires depuis le mois de septembre. L'épargne n'a jamais été aussi élevée, parce qu'au bout du compte, tant la consommation que l'investissement sont en bas, mais il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Il y a la question géostratégique, internationale. Et puis il y a la situation politique du pays qui fait que les Français se disent « mais dans quel monde de dingue on est ?» Ensuite, vous y ajoutez des crises depuis plusieurs années, qui est la crise immobilière. Paradoxe, dans un pays où il est si difficile de se loger. Vous y ajoutez des crises de certaines filières, comme la filière automobile, avec cette disposition idiote qui a été la fin du moteur thermique en 2035. Et enfin,
Vous arrêtez le moteur contracyclique que représente l'investissement des collectivités locales, 70 à 75% de l'investissement public global. en France. Donc quand vous mettez tout ça bout à bout, vous avez très clairement écrit le destin du pays l'année prochaine. Le pays l'année prochaine sera en récession, je vous le dis, c'est écrit. Alors, à moins que le budget évolue, est-ce qu'il peut se transformer, ce budget, dans le débat parlementaire? Vous regardez, vous suivez les débats aujourd'hui? Vous avez mais Michel les Barnier débats, qui moi dit, j'étais parlementaire, pour tout vous dire, j'ai été me prendre un café parce que j'étais en avance, j'ai appelé un de mes copains députés, je lui ai dit, mais... Lequel? Philippe Vigier. Ah, Ouais, bien. bon. Et j'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte du caractère pathétique de vos débats, quoi? C'est du surréalisme. J'étais au Festival de l'Excellence Normande, où on a eu 58 000 visiteurs ce week-end à Caen. C'est pas l'excellence parlementaire. là. J'ai eu pendant 2 jours, j'ai croisé des tas de Français, des tas de Normands qui m'ont dit, mais les gens sont... c'est très, très intéressant, les gens en général ne parlent pas politique. Là, ils venaient me voir pour me parler politique en disant, on est hyper inquiets. Mais où va notre pays? Où vont les finances de la France? Et après, la deuxième question, c'était de dire, mais vous avez vu, vous qui avez été parlementaire, comment ils se comportent là-haut? Bon, et donc, clairement, cette défiance aujourd'hui de nos compatriotes atteint des niveaux insoupçonnés, qui sont d'ailleurs liés et corrélés, aussi avec le sentiment de l'inefficacité de l'action publique et de l'inefficacité de l'État. Ça ne peut se terminer que par un 49-3. La question, c'est à quel moment? Derrière, il y aura une motion de censure. Est-ce que le gouvernement Barnier peut tomber aujourd'hui? Non, il ne tombera pas pour une raison simple, c'est que personne n'a envie de plonger le pays personne dans le n'a envie chaos. de faire plonger le pays. Parce que pour l'instant... Vous êtes sûr de ça? Non, mais attendez, c'est très simple. Vous avez d'un côté ceux qui sont dans la posture idéologique, ceux qui font mine d'être respectables, et puis enfin, les autres qui règlent leur compte. Ils sont ensemble, mais ils règlent leur compte. Avec, à la tête, Wauquiez, Attal, Darmanin. Et vous avez ces trois-là, alors ils se règlent leur compte parce qu'ils ont tous en tête l'élection présidentielle de 2027. Bref, donc ceux-là, et Marine Le Pen, qui, elle, doit intégrer son procès dans les perspectives de l'année prochaine. Parce que si elle est inéligible, elle va, à mon sens, avoir en tête éventuellement d'accélérer le calendrier de l'élection présidentielle. Mais donc, en clair, on a affaire à un débat à l'heure actuelle de parlementaires qui ont les pétoches, il faut le dire comme ça, parce qu'ils se disent qu'il y a les élections législatives l'année prochaine, donc il faut être dans la surenchère démagogique. Alors, il y a des impôts pour tout le monde, ça va de la cigarette électronique en passant par Concours les primes riches, fiscales que dénonçait Michel Barnier. Bref. Et donc, il y a un autre sujet, excusez-moi, mais il y a aussi l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur la dette. Vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises sur le sujet en dénonçant un mensonge politique d'envergure. D'État. Un mensonge d'État. Qu'est-ce que vous avez dans le collimateur? Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, les quatre? Non, les trois. Vous enlevez Vous Elisabeth arrêtez où? Borne. Pourquoi? D'accord. Parce que forcément, ils le savent. Écoutez, vous avez rappelé que j'ai été ministre de la Défense, j'ai été dans des cabinets ministériels, etc. Je connais comment fonctionne l'État. Bercy est probablement une des dernières administrations qui marche bien. Et deuxièmement, pardon, mais les alertes, ils ont dû en avoir des dizaines. Nous-mêmes, on en avait. Parce que comme nos recettes, c'est des recettes de TVA, on savait qu'il n'y avait pas de rentrée de TVA. S'il n'y a pas de rentrée de TVA, c'est que le budget de l'État est terriblement plombé. Alors je passe à un autre sujet qui est toujours en lien avec le budget, mais qui est un sujet différent, qui vous tient particulièrement à cœur. L'apprentissage, c'était mieux avant. Est-ce qu'il faut rendre l'apprentissage aux régions? J'entends, alors je trouve assez surréaliste tous ceux qui expliquent que l'apprentissage, la réforme de 2018, ça a été un succès démentiel. Il y a eu un rapport de l'IGF qui dit que le coût a été multiplié par 3,4 entre 2018 ça et coûtait 6 2022. milliards, ça coûte 20 milliards, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on vous dit, tout le monde pense l'apprentissage, c'est-à-dire, grosso modo, les formations infra-bac. C'est-à-dire tous ceux pour qui l'intégration professionnelle est parfois la plus difficile, au moins avant quand il y avait du chômage de masse. Là, j'ai regardé les chiffres très précisément, parce que je ne savais pas que vous alliez me poser la question, mais je suis ravi que vous me la posiez. Avant la réforme, bac et infra, il y avait 200 000 apprentis, il y en a 300 000 aujourd'hui, dont une partie peut-être aussi liée simplement au fait que le niveau d'emploi a augmenté et le taux de chômage a baissé. Bac plus 2, au-delà de Bac plus 2, on est passé de 100 000 à 500 000. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 800 000 apprentis, dont l'immense partie des apprentis supplémentaires, 70% des apprentis chaque année, ce sont des apprentis au-delà de Bac plus 2. Moi, je vois bien ce qui se passe en région.
C'est-à-dire que toutes les écoles d'enseignement supérieur ont ouvert des formations par apprentissage. Alors ça a permis peut-être à un certain nombre de jeunes issus de milieux modestes de pouvoir financer leur formation dans des écoles où c'était compliqué avant. Ça a au moins cette vertu. Mais de l'autre, on a eu un effet d'opportunisme absolument gigantesque, où on a eu des écoles, des centres de formation qui ont ouvert parce que ça gagnait de l'argent. C'est ça la réalité du sujet. Et donc, moi je sais que dans la région, on avait fait un Grenelle de l'apprentissage. Eh bien, les chiffres de l'apprentissage avaient très nettement augmenté grâce à David Marguerite, qui était vice-président en charge de ces questions. Donc, le bilan, il n'est pas aussi positif qu'on veut bien nous le raconter. Et il a coûté très cher. Les unes de Ouest France, alors la une quotidienne d'abord, qu'on regarde ensemble. Voilà. On est sur la fermeture du golfe de Gascogne à la pêche pour protéger les cétacés. Ça a eu lieu un mois l'hiver dernier. Il est question que ce soit reproduit l'hiver prochain et on est allé voir les professionnels et on parle des conséquences. Et elles sont graves ? Ah bah oui, c'est compliqué, oui, effectivement. Il y a pour les pêcheurs, enfin, vous avez un certain nombre de pêcheurs qui reprochent en fait à cette mesure d'être faite pour les ONG et de ne pas avoir de conséquences réelles sur l'environnement ou pas suffisantes. Et par contre, pour eux, pour leur activité, c'est un problème. Et puis les unes... Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas que les pêcheurs dans l'histoire. Il y a ensuite la filière, c'est-à-dire les marailleurs et l'industrie. Jusqu'aux consommateurs. Qui a besoin de cette matière. Et puis les unes de Ouest première. France sur les océans et la mer. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Les suppléments, magnifiques. ouais. Océans. Et nous Très grand sujet pour nous. Respecte ta mer, où va la mer et l'esprit grand large. Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Merci. On part pour Lille. Hervé Morin, notre invité ce matin, l'ancien ministre de la Défense, président de la région Normandie. Et c'est Pierre-Jérôme Montenot, qui est rédacteur en chef de WEO TV, la chaîne TNT, grande chaîne de la Voix du Nord, du groupe Rossel et du Courrier Picard. On écoute Pierre-Jérôme Montenot depuis Lille. Monsieur Morin, un budget présenté par LR, déconstruit par LFI, dépendant du RN. Quelle est la place politique et l'espace politique pour les centristes dans ce budget ? L'espace politique des centristes, il est partout, si je puis dire. Oui, mais être partout, c'est nulle part. Voilà. Moi, je l'espère beaucoup plus au Sénat, voilà, parce que je pense qu'une grande partie de la loi de finances va se bâtir, je l'espère plus sérieusement au Sénat, à travers le groupe UDI, dans lequel sont mes amis de ma formation politique. Voilà, on est dans un monde où l'absurdité... De dingue, vous avez dit tout à l'heure. Oui, un monde de dingue, un monde de l'absurdité totale. Je voyais qu'il y avait un amendement d'un député MoDem sur la remise en cause de la loi Dutreil, du pacte Dutreil qui permet la transmission des entreprises familiales. Quand on voit à quel point la réussite du modèle économique allemand est liée à l'existence d'un modèle familial où les avantages fiscaux sont bien plus importants que ceux du pacte Dutreil, on se dit, tous les jours... On a besoin d'avoir des entreprises ancrées sur leur territoire. Et là, on est sur une disposition qui est en train de bouleverser un dispositif fiscal que tout le monde s'accordait à reconnaître comme un bon dispositif fiscal. On repart à Lille, toujours avec Pierre-Jérôme Montenot. Réduire les dépenses, c'est aussi mettre à mal les politiques de relance, le soutien à la consommation. Est-ce qu'on risque une nouvelle crise économique ? J'en ai déjà parlé, mais clairement, ce qu'il faut, c'est en fait, très clairement, avoir le courage de dire aux Français qu'il faut réduire la dépense publique. Alors, la seule difficulté pour Barnier, c'est qu'il arrive en septembre, il a bien entendu pas réfléchi à quelle serait la politique d'un gouvernement, parce que personne n'imaginait les dissolutions, donc il n'y a pas eu de travail au préalable. Et puis ensuite, il arrive dans un monde où on a les technos qui sortent de leur placard les 25 dispositions dont ils rêvaient depuis des années, et de l'autre, l'incapacité de présenter réellement un programme de réduction de la dépense publique qui repose sur une réorganisation en profondeur de l'action des pouvoirs publics et de l'État. Donc forcément, ça touche, là aussi, sur toute une série de mesures dont certaines avaient du sens. Voilà. Et puis la une de la Voix du Nord, tout de suite, qu'on regarde, la mer en deuil. La série Nord continue, 3 personnes sont mortes au large de Calais. Une de la Voix du Nord, voilà. On part tout de suite à Rouen. Alors là, vous connaissez encore mieux votre région. Vous êtes président de la région Normandie et c'est Anthony Quindroy, qui est journaliste à Paris Normandie, un quotidien partenaire du groupe Rossel également. On l'écoute.
Hervé Morin, bonjour. Lors de la dernière session plénière, vous avez évoqué le projet 3NC qui vise à renforcer les capacités de formation et enrichir les programmes de contenu spécifiques sur le nucléaire, notamment en vue de la construction des nouveaux EPR à Penly. Au regard des enjeux, ne faudrait-il pas mettre l'accent sur les énergies renouvelables et allez-vous soutenir de la même façon la production d'énergie renouvelable en Normandie ? Moi, je suis très fier d'avoir porté ce programme. Si on veut avoir l'efficacité de la décentralisation, voilà, construction d'EPR à Penly, je réunis l'ensemble de l'enseignement supérieur des universités normandes et je leur dis il faut qu'on dope et qu'on développe massivement les formations pour que nos jeunes profitent de cet immense programme qui représente des dizaines de milliards d'investissements. On se réunit en juillet. En septembre, on me présente la copie. Je fais financer une partie par l'État. Et au bout du compte, on va doubler le nombre d'ingénieurs formés en Normandie, doubler le nombre de techniciens formés en Normandie, ouvrir des dizaines de formations dans les lycées. Ça, c'est du bon boulot. Et c'est du boulot parce que on a pris en compte la relance de la filière électronucléaire et les conséquences à la fois pour le programme lui-même, 2000 ingénieurs supplémentaires, une centrale, 2000 techniciens, et puis de l'autre, les conséquences aussi sur l'ensemble du tissu profond de l'industrie qui profite de la relance du programme. Ça, c'est du bon boulot. De Paris-Normandie, vous le lisez, j'imagine. Paris-Normandie tous les jours. Rue Abbé Pierre, la polémique. Voilà, c'est une sur l'agglo de Rouen. Le siège du conseil régional, vous vous trouvez où, vous, physiquement ? Dans ma voiture, essentiellement. Et donc, ça, c'est pas très écologique. Il ne peut pas faire autrement. Merci. 600 fonctionnaires à Rouen, 600 fonctionnaires à Caen. Comme la préfecture de région a été mise à Rouen, le siège du conseil régional est à Caen. Un globe-trotteur, Hervé Morin. Merci Stéphane Vernet, qui dirige la rédaction d'Ouest France à Paris. Dans un instant, Tom Benoît de Géostratégie Magazine sur ce plateau. Tom Benoît, alors une vente qui fait polémique, qui donne mal à la tête, le jeu de mots est facile, c'est Doliprane. Doliprane, absolument. Bonjour Hervé Morin, vous faites partie des ministres, anciens ministres, politiques de premier plan qui ont eu l'audace, si je puis dire, de s'exposer en disant le gouvernement aurait dû bloquer la vente. Le gouvernement peut bloquer la vente. Peut bloquer la vente si les conditions ne sont pas réunies. C'est ce que j'ai dit. Alors, les conditions, lesquelles sont-elles, selon vous, à votre sens ? Écoutez, je crois que c'est demain que je vois les organisations syndicales. Honnêtement, je trouve que le gouvernement a tout de même mis toute une série de mesures d'accompagnement qui peuvent, je crois, en l'état, nous rassurer. Des sanctions en cas de licenciement lourdes, l'obligation de continuer à produire à Lisieux. Je rappelle que pour l'instant, le principe actif, parce que quand les gens se disent que c'est une question de souveraineté, il ne faut pas oublier que le principe actif n'est pas produit en France. Il le sera, je crois, à partir de l'année prochaine, puisqu'il y a une usine qui est en construction du côté de Toulouse. Mais pour l'instant, le principe actif, il dépend de la Turquie ou il dépend de l'Inde, je ne sais où. Le gouvernement va rentrer donc au capital par l'intermédiaire de la banque privée d'investissement. Et hauteur de 2%. Mais peu importe, l'essentiel c'est d'être dans l'information. Je vous rappelle que grâce à un décret... La CGT dit que ça va être un rôle de plante verte. Mais l'essentiel c'est d'être au cœur de l'information, au cœur du conseil d'administration. Je vous rappelle que depuis 2015, grâce à un décret Montebourg, confirmé par une loi en 2019, sur les sujets de santé, on peut bloquer les transferts. J'allais citer Arnaud Montebourg, justement, parce qu'il fait partie des rares, lui aussi, qui s'est levé d'une façon beaucoup plus catégorique, pour ainsi dire, en disant la dirigeante d'Opella, en l'occurrence, va toucher, il affiche ses sources, 200 millions de management package, ce qui paraît énorme, évidemment. J'ai pas vu ça. C'était sur BFM TV il y a un jour ou deux. Et Arnaud Montebourg ajoute également, quoi qu'il en soit, vous pouvez imposer des sanctions financières, ils les paieront. Donc ce que veut dire Arnaud Montebourg, c'est que... Oui, mais la loi donne à l'État le moyen de reprendre le contrôle de l'entreprise. Je veux dire, il ne faut pas non plus... Mais la vraie question, dans les fonds d'investissement, pourquoi l'État n'a pas bloqué la vente ? Si on a des garanties, mais je veux dire, dans les fonds d'investissement, on a des fonds d'investissement qui se comportent très très mal. La région a par exemple sauvé 2 entreprises, l'une qui s'appelle Solsera à Évreux, l'autre qui s'appelle Frial à Bayeux, qui avaient été achetées par des fonds d'investissement qui ont purgé les 2 boîtes. Et les 2 fois, c'est la région qui a su... Laissez-moi terminer. En même temps, il y a des fonds d'investissement qui se comportent
Très très bien. On peut pas si on a besoin de capitaux pour financer l'économie. Bon, faut pas Mais faire là, il y une avait règle. un fonds français qui était prêt finalement à s'aligner sur l'offre américaine. Écoutez, moi, j'ai pas les éléments du dossier. Je pense que si Sanofi avait pu vendre l'entreprise à un fonds français, ils l'auraient fait. S'ils ont considéré que c'était le fonds américain, il doit y avoir des raisons. Ok. Bon, mais ce que je veux juste dire, c'est que, me semble-t-il, et Dieu sait que je suis pas dans la majorité par nature, hein, bon, c'est que sauf éléments que je n'aurais pas. C'est important de préciser par nature aujourd'hui. Voilà, sauf éléments particuliers que je n'aurais pas, on peut considérer tout de même qu'il y a suffisamment de garde-fous pour pouvoir tenir la baraque au moins non pas sur un an, mais sur des années et des années. Alors, les finances publiques. Les finances publiques, justement, puisqu'on parle de la majorité, on parle donc de défiscalisation des pensions alimentaires, c'est ce qui ressort en amendement socialiste, mais finalement c'est refiscalisation de l'autre côté, puisque J'ai pas compris. défiscalisation des pensions alimentaires pour la personne qui touche la pension, mais par contre fiscalisation, impossibilité de défiscaliser, ce qui aurait pu être le cas pour la personne qui paye la pension alimentaire. Vous ne pouvez pas défiscaliser. Et de l'autre, vous n'avez pas d'impôt dessus? Vous ne paierez plus d'impôt dessus. Ah, pas, non. Ça va Vous pas. disiez de dingue. Non, mais moi, non, je vais pas raconter ma vie, mais... Si, parce que ça nous intéresse. Il faut dire aux téléspectateurs, vous êtes père de famille, Oui, assez j'ai une nombreux. famille divorcée. Voilà. Donc, voilà. Bon. Vous vous occupez de vos enfants, d'ailleurs, vous retournez les voir tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et donc, on va faire du vélo cet après-midi, parce que ça va faire très beau en Normandie. Et donc, mais clairement, pourquoi toucher à un truc qui va bien? Les casinos également, donc on va autoriser les casinos en ligne. Je voudrais votre point de vue sur le sujet, parce que ce qu'on a Très envie vite, de se dire, très c'est vite. que finalement, voilà, très rapidement, l'État a besoin d'argent, c'est ce qu'on voit, il y a un gros problème de finances publiques, mais est-ce qu'on peut faire l'impasse sur des règles qui devraient être quand même plus sages en quelque sorte? Il y a un grand danger par rapport aux casinos en Et ligne. il y a des je casinos pense. en Normandie. Aux jeunes également, il y a des casinos en Normandie, mais je veux dire, c'est quand même le... Vous êtes joueur ou pas? Il y a l'addiction. Voilà. Mais est-ce qu'on peut prendre cette décision parce qu'on a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État? C'est ça la Alors en même question. temps, je ne connais pas le sujet, pour être honnête, mais en même temps, tous les pays ont légalisé les casinos en ligne. C'est ce que dit le gouvernement. De l'autre, est-ce qu'on est capable de lutter contre les casinos Donc en ligne on nous dit les aujourd'hui? Français vont Non. jouer ailleurs en ligne. Ouais, donc... Ce qui est pas faux. et je ne Ouais. sais pas si ça va autant impacter que ça, les casinos. Je ne sais pas si le casino de Deauville, par exemple, va connaître une baisse de son activité, parce que celui qui a envie de jouer en ligne aujourd'hui, il peut jouer en ligne. Donc je ne vois pas ce que ça peut changer. Voilà. Dernière question. Une minute, il reste. Voilà, très importante sur les finances publiques. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a un éléphant au milieu de la pièce qu'on ne veut pas voir. On va émettre 300 milliards de titres obligataires sur les marchés l'année prochaine, 11% indexés sur l'inflation. Est-ce qu'il y a un risque réel qu'un jour ou l'autre on nous dise ça n'est pas passé, on a émis de la dette, elle n'a pas été achetée? Le risque réel, c'est qu'un jour, nous perdions la confiance de ceux qui nous prêtent de l'argent. On ne connaît pas exactement les pays d'ailleurs. Le schéma grec, c'est celui-ci. C'est pas le fait que la Grèce avait des déficits considérables, c'est que tout d'un coup, les créanciers de la Grèce se sont rendus compte que les Grecs mentaient sur leur loi de finances. Ça a été ça Et les l'élément Italiens déclencheur. aussi d'ailleurs. Bon, et donc là, le risque, c'est celui-ci, puisque là, on a montré à l'ensemble de nos On a créanciers caché. qu'on avait caché largement les déficits. Donc il y a l'obligation d'avoir un peu de vertu sur la construction de budget 2025. Les hypothèses de croissance, à mon avis, sont très largement surévaluées. Les hypothèses d'économie toujours. ont l'air assez surévaluées. Et comme les hypothèses de croissance sont surévaluées, les hypothèses de recettes fiscales, elles aussi sont surévaluées. Et en plus, je crois beaucoup à la courbe de l'affaire. C'est qu'à un moment, quand vous êtes sur des niveaux de prélèvements obligatoires extrêmement élevés, eh bien, la recette fiscale se réduit. Merci Il y a une Hervé de Morin. géostratégie, le site. Site Géostratégie, Magazine. puisque nous étions un trimestriel en kiosque et désormais en ligne, le marché du taxi volant en plein essor en Chine, d'entretien exclusif d'un entrepreneur chinois en l'occurrence. Donc on va Ça marche. Et ça marche énormément, essentiellement en Chine jusqu'à présent, Et c'est 90%. électrique C'est électrique et ils vendent de plus en plus Alors, au Brésil La notamment. première région française qui va la C'est la piquer, Normandie. c'est la Normandie, bien sûr. Forcément. Peut-être chez Valérie Pécresse. Allez Oui, savoir. oui, bah, ça a coûté beaucoup d'argent à l'Île-de-France, hein, c'est ce que j'ai cru voir dans les journaux. Ouais. Non, ce que je crois, c'est que ces avions électriques-là va nous permettre
vont nous permettre de pouvoir renouer des liaisons régionales qui étaient impossibles. On va en parler après. Je pense qu'il y a Ça va probablement remplacer le TER pas mal de petits aéroports, la possibilité d'avoir des liaisons faciles entre des villes qui, pour l'instant, ne sont pas reliées. On va voir un président de la région Je Normandie l'espère. prendre un taxi volant. Très vite. Vous ne nous avez pas dit, vous êtes joueur vous-même, vous avez de temps en temps, quasiment Non, nos villes ou pour pas tout vous dire, allez, j'y suis allé quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai pensé que la politique et le jeu, ça marchait pas ensemble. Donc bon, voilà, vous avez arrêté. Et j'ai arrêté. Et j'y vais aller pour faire plaisir à mon fils une fois par an. On y va tous les deux. Denis Caro est à Nice, en duplex de Nice. Il est directeur des rédactions du groupe Nice Matin, c'est-à-dire Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Là aussi, il y a des casinos. On écoute Denis Caro. Bonjour Hervé Morin, le gouvernement cherche par tous les moyens à faire rentrer de l'argent dans les caisses et pour cela il réfléchit à de nouveaux impôts. Or il en existait un que tout le monde connaissait et qui a été supprimé par Emmanuel Macron, c'est la taxe d'habitation. De plus en plus de voix suggèrent de la rétablir. Est-ce que ça pourrait être une bonne solution ? Oui, non, rapide, hein, là. Ah bon, bah, il faut que vous... Décidément. Ouais. La question de la décentralisation, c'est la question de l'autonomie des ressources fiscales. On ne peut pas être maire d'une collectivité et pas pouvoir s'adresser à ses citoyens en disant « si vous me demandez telle ou telle chose, ça veut dire que ça coûte combien ?» Quand j'étais maire, quelqu'un venait me demander, mais je disais « mais ce que vous me demandez là, ça représente 3 ou 4% d'augmentation des impôts. Vous voulez les 4% d'augmentation des impôts ?» Il répondait là, non. En général, il disait non. Ou il devenait raisonnable. Et donc, on a un modèle là qui porte l'irresponsabilité, puisqu'il n'y a plus de ressources affectées aux collectivités locales liées à l'impôt. Ce sont des redistributions de l'État. Et au bout du compte, nos compatriotes, eux, ils ont payé. Parce qu'ils n'ont peut-être pas payé en matière de taxe d'habitation, mais ils l'ont payé à travers le budget de l'État. Il ne faut pas l'oublier. C'est que ce n'est pas 20 milliards de réduction. C'est 20 milliards qui sont passés d'une poche à une autre poche. Deuxième question, Denis Caron, duplex de Nice. Hervé Morin, vous avez toujours été un partenaire des Républicains. Or, le parti doit se trouver un nouveau président après le départ d'Éric Ciotti. Est-ce que David Lisnard, le maire de Cannes, avec qui vous partagez beaucoup d'idées, a le bon profil pour présider les Républicains et est-ce qu'il serait en capacité de refonder la droite ? Alors, un Niçois, enfin, dans la région de Nice, hein, il est maire de Cannes, et contre un Normand, parce que vous avez Édouard Philippe chez vous aussi, qui est candidat. Oui, écoutez, au bout du compte, il n'en faudra qu'un. Hein. S'il y en a deux, on ne sera pas au second tour. Hein. Voilà. C'est déjà ça. Votre cœur penche pour lequel ? Sans aucun doute, David Lisnard. Oui. Tout le monde le sait. Je travaille avec lui. On fait un gros travail de fond. Et je dis à Nice Matin, n'hésitez pas à faire de grandes pages sur le meilleur maire. Il vous entend, hein ah oui, il m'entend. Le meilleur maire des Alpes-Maritimes. Il a de la culture, du fond, de la profondeur. Dites donc, je vous ai jamais entendu si laudateur pour personne. Eh bien, écoutez, moi, j'ai été en charge du projet à l'UDF quand j'étais dans mon jeune temps. Vous pourriez être ministre de David Lisnard dans un gouvernement Lisnard. C'est pas mon débat. Mais les hommes politiques qui travaillent sur le fond sont pas si nombreux. Il en fait partie et il a une vraie réflexion et un vrai projet de transformation pour le pays. La une de Nice Matin, donc Denis Caro qui dirige les rédactions du groupe Nice Matin. On le voit, c'est la démolition entamée au Moulin. C'est une Ceci dit, quand on est à Nice Matin, c'est pas facile de traiter des sujets compte tenu de l'affection qui peut exister dans ce département. Hervé Morin, notre invité, l'ancien ministre de la Défense, président de la région Normandie. Merci Tom Benoît, directeur de la rédaction du magazine Géostratégie. Dans un instant, Floréal Hernandez, qui est rédacteur en chef, lui, de 20 minutes, notre partenaire. Bonjour Floréal Hernandez, la sécurité routière. Bonjour Cyril, bonjour Hervé Morin. Hervé Morin, vous disiez justement que vous alliez prendre le vélo cet après-midi. La semaine dernière, un cycliste a été écrasé volontairement à Paris. J'ai vu ça, ouais. Comment on arrive à un tel degré de violence sur la route ? Comment arrive-t-on à un tel degré de violence dans la société ? C'est plutôt ça, quoi. La route n'étant en général que l'exaspération des violences qui existent déjà. Parce que combien d'automobilistes, de gens qui montent dans leur voiture deviennent agressifs alors qu'ils ne le sont pas quand ils sont autour d'une table. C'est ça la question. Certains plaident les problèmes dans les villes, hein, les problèmes de mobilité dans les villes, l'énervement, les embouteillages. Oui, d'accord, mais il y a un moment, on s'arrête, quoi. Enfin, je veux dire, on peut avoir un moment d'agressivité, mais entre l'agressivité et aller tuer quelqu'un, c'est quand même autre chose, quoi.
François Durouvray, le ministre délégué au transport, donc, va lancer une mission de 4 mois pour lutter contre la violence sur les routes. Ça veut dire qu'il faudrait élargir cette mission à lutter contre la violence dans la société? La question, vous savez, on me posait, je faisais un débat je ne sais où, quelqu'un me posait la question sur les fake news, etc. Et j'ai dit la question c'est d'abord l'éducation et la culture. C'est ça le sujet. Quand on est éduqué, cultivé, quand on a l'idée du respect de la dignité humaine, le respect de l'autre, la différence, ça aide pour éviter la violence. Voilà, je pense que c'est ça le sujet, quoi. Et les questions, c'est ça. C'est qu'il y a une partie de nos compatriotes, alors je ne sais pas si c'est le cas de celui-ci, mais bon, l'ensauvagement de la société. L'ensauvagement, oui, c'est ça. La reconstruction de la société française, tout le monde le dit, mais c'est d'abord l'accès à la culture et à l'éducation pour tous. Cette cohabitation sur les routes, comment ça se passe en Normandie? Puisque vous avez de l'agglomération avec Rouen, avec Le Havre, avec Caen, grosses agglomérations, d'autres agglomérations plus petites comme Val-de-Reuil, mais où il y a aussi du monde. Et puis vous avez du bocage, on parle du bocage normand, donc du cyclotourisme, du cyclisme pour aller d'un point A à un point B pour travailler tous les jours. Comment ça se passe? Je vous invite à aller sur nos véloroutes, elles sont magnifiques. Vous allez sur la Vélocénie, c'est magnifique. Et puis c'est quasiment tout en site propre. Il y en a une autre, il y a la Vélo Française etc. Il y a la véloroute du bord de côte, qui est la vélo maritime, qui est exceptionnelle. Bon, donc il y a des efforts gigantesques effectués par les collectivités. D'une part pour ceux qui veulent faire du vélo pendant les vacances, et puis de l'autre, ou durant le week-end, et puis de l'autre, vous avez tout de même, aujourd'hui, énormément de projets d'investissement, parce que souvent on les subventionne, donc, des communes, pour une bonne cohabitation. Pour une bonne cohabitation, ça veut dire qu'il faut des bonnes infrastructures. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui on en manque? Je parle de la Normandie, mais je parle d'autres régions. Beaucoup, mais on part de rien. Donc je trouve qu'il y a une prise en compte par ce que j'appelle le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités de cette question. Toutes ont décidé de faire des schémas de mobilité, et dans tous ces schémas de mobilité, il y a énormément de projets. Après, il faut savoir que ça coûte très cher. Bien sûr. Est-ce qu'en France, on a un problème avec le code de la route ou le code de la rue aussi, puisque le code de la rue, on en parle de plus en plus, où notamment on s'aperçoit que les usagers vulnérables sont les derniers de la chaîne alimentaire sur la route, donc c'est très souvent le piéton, et puis après ça va être le cycliste. Le piéton sur le trottoir, par exemple, quand on est à Paris ou dans les grandes villes. C'est derrière tout ça, il y a juste le fait que... comment dire, il y a un rapport à l'autorité, et il y a le fait que l'autorité ne s'exprimant plus et n'étant... grosso modo, à partir du moment où on constate tous les jours que la loi et les règles ne sont plus respectées, que la chaîne pénale ne fonctionne plus, ça rentre même jusque dans la vie quotidienne, quoi. Dans vos conversations avec les autres présidents de région, je parle de Xavier Bertrand, je parle de Valérie Pécresse, ou encore de d'autres, de Renaud Muselier, est-ce que vous observez des comportements communs ou d'incivilité de la part des gens qui sont au nord, des gens qui sont au sud? Est-ce que vous échangez sur ces questions-là? Non, on n'échange pas sur ces questions, mais vous pensez qu'il y a tant de différences que ça entre le niçois, puisqu'on était à Nice tout à l'heure, et le rouennais? Non. La Côte d'Azur n'est pas plus décontractée que le rouennais. D'une part, il y a toujours eu cette fascination pour les Français pour appeler à des règles, mais à considérer que si on pouvait les détourner, ce serait pas mal. Ça, c'est quand même très français. Je veux dire, très gaulois. Quand vous êtes dans beaucoup de pays, si vous n'êtes pas sur les passages cloutés, vous vous faites engueuler. En France, est-ce que vous passez sur les passages cloutés? Vous passez là où vous considérez qu'il n'y a pas de risque, quoi. Bon, donc on a quand même un rapport à la règle qui est compliqué. Et quand en plus de ça, aujourd'hui, la question de l'autorité
du respect de la loi se pose tous les jours, on en trouve forcément des applications quand il s'agit du code de la route. Vous parliez justement donc pour réduire la violence sur l'éducation, la culture. Côté éducation, est-ce qu'il faut mettre des cours de vélo ou de trottinette au programme scolaire pour que les enfants apprennent? Parce qu'on a mis le code de la route plus ou moins. Parce que moi j'ai le souvenir quand j'étais maire que chaque année la prévention routière venait dans l'école de mon village. Je pense que ça doit toujours exister, pardon, je vais pas vérifier, mais on demande tellement à l'école déjà que c'est quand même d'abord l'affaire des parents, quoi. Vous voyez, on est toujours... C'est ça la question de notre pays. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, on se dit qu'il faut qu'il y ait une action publique. J'avais cette discussion avec des élus dernièrement de ma communauté de communes. On se tourne vers l'État automatiquement. Un médiateur numérique. Je dis, mais le médiateur numérique, pour notamment la question de la rupture et du fossé pour un certain nombre de nos compatriotes, ils me disent, les élus me disent toujours, mais Hervé, pour les personnes âgées, ils n'ont pas eu accès au digital. Je dis, mais les personnes âgées, bientôt, c'est nous. Et nous, on a eu accès au digital, déjà. Dans nos villages, il y a une secrétaire de mairie encore. Donc, quand il y a un papier qui nécessite du digital, on peut éventuellement aller à la mairie. Et puis, dans nos villages, il y a certes des personnes qui sont en situation d'isolement, mais il y a quand même, en général, souvent encore la famille, les voisins. Pas toujours penser nécessairement à de la dépense publique pour compenser quelque chose. Je pense que, ayant des enfants, mon sentiment, c'est que c'est quand même à moi de leur apprendre les règles. Vous parlez de la dépense publique, du numérique. Depuis le début de semaine, la ville d'Arcachon, en Gironde, qui, si je ne dis pas de bêtises, en me rappelant l'article de ma collègue qui sort aujourd'hui, à 60% de sa population de plus de 60 ans, a fait l'investissement de ChatGPT en disant à ses administrés, venez à la maison de quartier, chercher un code ChatGPT qui aujourd'hui connaît aussi bien la ville d'Arcachon que les gens de la communauté, puisque ils l'ont nourri avec toutes les informations de la ville pour aider dans toutes les démarches. Est-ce que c'est peut-être une solution d'utiliser l'intelligence artificielle pour, quand on devient un peu plus vieux, chercher certaines réponses ou certaines aides? Moi, je constate que ça fait des progrès considérables entre le premier ChatGPT d'il y a un an et demi, et aujourd'hui, ça fait des progrès. Il y a d'autres entreprises qui développent aussi des nouveaux modèles. L'intelligence artificielle générative, elle rentre dans les entreprises. Elle commence à rentrer dans les administrations. On commence à la faire rentrer, nous, au sein de l'administration régionale. Et honnêtement, sur bien des sujets, c'est quand même aujourd'hui d'une performance assez extraordinaire. Merci Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes. On part pour Grenoble, à l'Est. C'est Frédéric Hailly, le rédacteur en chef adjoint du Dauphiné Libéré, qui a une question à poser à Hervé Morin. On l'écoute. Bonjour Monsieur Morin, la semaine dernière, l'Ardèche, l'un de nos départements, a connu un épisode cévenol hors norme, avec des crues, des inondations, des communes meurtries, des maires en première ligne. Ces épisodes météo étant appelés à se répéter à l'avenir, comment faire face? Comment aider nos élus à faire face? Eh bien, moi j'ai fait un GIEC normand. Nous sommes la seule région à avoir mis autour de la table 23 scientifiques et chercheurs, dont l'un qui est aussi au GIEC international, Benoît Léniel, qui est à l'université de Rouen, Stéphane Costa, qui est un des grands spécialistes sur la question du trait de côte, à l'université de Caen. Et donc on a fait un premier rapport, ils ont fait, et puis là on va présenter le deuxième rapport. Extrêmement intéressant de voir à quel point la société normande s'est accaparée leur rapport, penser à la Normandie en 2050 ou en 2100 et les conséquences. Mais c'était incroyable, vous n'imaginez pas, ils ont fait des centaines de conférences, les milieux économiques, les milieux agricoles. Tout le monde s'est accaparé de ça. Tout le monde fait référence désormais au GIEC normand. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, comme les élus ont beaucoup aussi cherché à comprendre ce qui allait se passer, c'est que tous réfléchissent. Bien sûr, il faut lutter contre le réchauffement, mais l'autre question, c'est l'adaptation. Et ça, c'est la place qu'ont les élus, c'est de bâtir des modèles dans lesquels on s'adapte à un réchauffement climatique qui est, quoi qu'il arrive, inéluctable, avec les conséquences comme celles qu'on a eues en Cévennes. On repart à Grenoble. Frédéric Hailly, rédacteur en chef du Dauphiné Libéré. Grenoble, Valence, Avignon, les fusillades se multiplient dans nos zones de diffusion. Quelle est selon vous la solution pour endiguer cette ultra-violence liée au narcotrafic? Faut-il renforcer les effectifs de police ou reposer la question de la légalisation du cannabis? La légalisation du cannabis comme moyen de lutter contre les narcotrafics, c'est con, quoi.
Vous avez un problème en Normandie avec ça, parce que le port du Havre, pardon, qui est réputé pardon, pour être mais les narcotrafiquants à l'échelle mondiale, ils vont toujours aller là où la loi n'est pas. Enfin, faut pas se raconter d'histoire. Donc la violence continuera à exister. Ça sera les stupéfiants chimiques, ça sera les stupéfiants qui resteront interdits. Donc penser que le moyen de lutter contre la criminalité, c'est de légaliser le cannabis, c'est faux, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord faire en sorte que notre chaîne pénale fonctionne. Ça impose des places de prison ouvertes, ça impose que les sanctions soient appliquées, ça impose que les peines de prison soient mises en œuvre, ça impose d'avoir des traitements judiciaires pour les jeunes avant qu'ils ne soient multiréitérants, multirécidivistes. C'est ça ce qu'il faut faire. Mais c'est pas la légalisation du cannabis qui va nous permettre de lutter contre la criminalité. Ça, certainement pas. La une du Dauphiné libéré à des journaux du groupe EBRA. Voilà, on la voit dans un instant. Vous la voyez à l'antenne, le choc après la mort d'une ado sur place. Voilà, c'est le Républicain Laurent, l'Est républicain, le Bien public, Vosges Matin, le journal de Saône-et-Loire, le Progrès de Lyon, les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, l'Alsace et le Dauphiné qui sont les journaux du groupe EBRA, notre partenaire. On part pour les Antilles, on part pour Fort-de-France, où Cyril Boutier, qui est directeur des rédactions de France Antilles, a une question à vous poser, Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin. Dans les crises que traversent actuellement les Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, on parle de plus en plus de déstabilisation de pays tiers. Je pense à l'Azerbaïdjan, à la Russie qui, ces derniers jours, par la voix d'une de ses ministres, a parlé de décolonisation ratée de la France à propos de la Martinique. Qu'est-ce que ces tentatives d'ingérence ou ces ingérences inspirent à l'ancien ministre de la Défense que vous êtes ? C'était le cas à votre époque, quand vous étiez ministre, ou pas? Déjà oui, ça a toujours existé, mais ça prend une autre ampleur. Hein. On l'a vu à travers toute une série d'événements en France, vous vous souvenez. Ce qu'il faut, c'est des moyens de renseignement qui soient les plus efficaces possibles. Ça impose un contrôle sur le digital et le net avec des moyens dont on peut difficilement parler. Voilà. Et puis ensuite, c'est toujours la question que j'évoquais tout à l'heure sur la violence. Aussi, c'est la culture et l'éducation, parce que face à une information, alors bien entendu, il y a des groupes qui sont là pour déstabiliser, ça c'est une chose, mais pour le reste de nos compatriotes, faire le tri du vrai du faux, ça repose sur quoi? Ça repose d'abord sur la question de l'éducation, de la culture et du référentiel. La une de France Antilles, notre partenaire dans Face au territoire, des produits dangereux enfouis sous des terrains, c'est à Saint-Joseph et à Fort-de-France. Voilà, c'est Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense, qui est notre invité ce matin, président de la région Normandie. Merci beaucoup, Floréal Hernandez. Dans un instant, Demet Korkmaz pour les questions internationales. Bonjour, Demet Korkmaz, avec évidemment ces crises internationales à répétition. Vous avez évoqué un peu plus tôt votre inquiétude majeure concernant une récession à venir. Quelle est la crise politique sur la scène internationale qui vous inquiète le plus? Crise politique en cours ou à venir? Je ne saurais pas les classifier. Aujourd'hui, il n'y a pas une crise géopolitique. Ce qui se passe. Emmanuel Macron est réuni aujourd'hui une conférence internationale sur le Liban. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez l'air d'ailleurs un peu désabusé. Non, mais je dirais Emmanuel Macron nous a fait sur le Liban des opérations de communication assez extraordinaires. Souvenez-vous, après l'explosion à Beyrouth, je prends l'avion, j'explique à la classe politique libanaise que depuis 20 ans ou 25 ans, qui se déchire et se haït, et d'ailleurs a souvent essayé de s'entretuer, que globalement, il leur donne un mois pour réorganiser, remettre le pays en place. Si quelqu'un avait été capable de le faire, ça aurait été fait depuis belle lurette. D'ailleurs, il ne se déplace plus. Voilà, non, mais je veux dire, on a eu quand même des opérations qui étaient vraiment, honnêtement... C'est de la communication, vous? Bon, écoutez, vous pensez que le président de la France peut, en 24 heures ou 48 heures de présence au Liban, dire aux Libanais... votre régime constitutionnel, la classe politique libanaise, on va la changer. Et moi, je vous dis, je reviens relever les copies dans 1 mois et demi d'un pays qui, en plus, est lui-même en difficulté. Pour avoir une politique étrangère forte, pour être entendu sur la scène mondiale, il faut déjà être fort dans son pays.
c'est plus exactement le cas aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que j'attends avoir cette initiative, ça, de toute façon, c'est, je veux dire, compte tenu malheureusement de la situation de ce pays que je connais bien, c'est toujours bien que face à un pays qui est dans de telles difficultés, on essaie de créer les conditions d'un dialogue, d'une communauté internationale qui se préoccupe du pays Liban. fort, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qu'on aura? J'ai vu que l'Arabie Saoudite n'y était pas, ou à un niveau faible. J'ai vu que les États-Unis n'y étaient pas. Bon. Un pays fort, c'est quoi? C'est un pays fort économiquement ou un pays fort au niveau de sa défense? Et j'aimerais qu'on parle aussi... C'est un pays fort économiquement, d'abord. Vous savez, on nous reproche souvent, nous, Français, de donner des leçons au monde entier. Voilà. Et donc, c'est facile de donner des leçons quand, globalement, on se dit, écoutez, regardez, nous, on est prospères, ça marche bien, notre pays, nos sociétés avancent, on croit, on a confiance dans l'avenir, etc. C'est la France du début des années 80, la troisième puissance économique mondiale, etc. Bon. La France de 2024, elle n'est pas exactement vue comme ça à l'étranger. Alors, on est encore une puissance militaire, comme je disais tout à l'heure. Ça fait aucun doute. L'Allemagne vient de signer un accord majeur avec la Grande-Bretagne. C'est un accord qui est qualifié d'historique. Est-ce que la France est encore une priorité pour l'Allemagne dans le domaine de la défense? Le problème, c'est que l'Allemagne dit toujours qu'elle va faire des efforts importants qu'elle n'effectue pas. Bon, c'est ça la réalité. La question de l'Europe de la défense, elle est d'abord sur, les moyens budgétaires qui sont affectés, 2, sur la volonté de construire l'Europe de la défense. Et est-ce que, par exemple, on fait enfin un état-major de planification et de force qui permettrait de conduire des opérations et non pas simplement d'aller constamment aller à l'OTAN dans ce genre de cas de figure. Et troisièmement, et c'est là où les Allemands ont beaucoup de défauts, c'est que ça impose de faire des programmes d'armement communs. Et quand on fait des programmes d'armement communs, ça veut dire qu'on décide d'acheter européens et non pas américains. Les Allemands et les Français ont 2 programmes majeurs, qui est l'avion du futur, le SCAF, et aussi le char du futur, le MGCS. Est-ce que vous pensez que ces 2 programmes seront un jour concrétisés? Vous, lorsque vous étiez ministre de la Défense, quel était votre rapport avec votre homologue allemand? Excellent à titre personnel, mais d'une Allemagne complètement impuissante. Je vous raconte juste une anecdote. Nous intervenions au Tchad dans le cadre et donc je demande aux Européens de nous aider dans le cadre de cette intervention. Les Espagnols nous donnent un coup de main, etc. Et je dis aux Allemands, écoutez, on avait des problèmes de mobilité. J'en dis, donnez-nous au moins 2 hélicoptères. Et mon collègue ministre de la Défense me dit, mais j'ai pas 2 hélicoptères. C'est uniquement un problème de moyens, vous pensez? Et là, c'était un problème de moyens, parce que l'essentiel des moyens était affecté ailleurs. Il y avait notamment, à l'époque, l'Afghanistan. Et de l'autre, la question de la volonté politique, qui n'existe pas encore, à mon sens, en Allemagne, de participer à toute une série d'opérations. Mais qui a existé un jour, selon vous? Depuis 1945, je ne suis pas sûr. C'est un leurre. Mais alors, là, on a changé de période. Donc là, l'Allemagne a annoncé un grand programme d'équipement, de reconstruction de ses forces armées. Donc la défense franco-allemande, on n'y est pas encore. La défense franco-allemande en est très loin. Et puis, par ailleurs, j'en profite pour dire, sur les programmes d'armement qu'on construit comme ça avec les Allemands, il y a quand même la question de l'exportation qu'il faut régler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le jour... Parce que tous ces programmes n'existent que parce qu'on est capable de vendre aussi ces avions. Si ces avions-là, on ne peut pas les vendre parce que les Allemands disent « Ah non, ce pays-là, non, ça, moi je ne veux pas le vendre à ce pays-là », ça devient très compliqué. Et quels sont les pays qui posent problème, par exemple, entre la France et l'Allemagne? À quel pays, sur quel pays il y a eu divergence de vente? J'ai constaté qu'il y a eu des questions de ce genre avec un certain nombre de pays du Golfe, par exemple, où j'ai cru comprendre que sur des programmes qui étaient avec les Anglais, il y a eu des débats assez compliqués. Aujourd'hui, c'est un peu différent, peut-être. J'en n'en sais rien. Les pays du Golfe sont nos amis dorénavant? Ils le sont depuis longtemps. Je rappelle qu'on a même une base qui a été décidée du temps où j'étais au gouvernement, aux Émirats Arabes Unis, qui démontre l'implication de la France dans cette partie du monde. Est-ce que vous voudriez, Hervé Morin, revenir dans l'exécutif? Est-ce que ça vous plaît? Là, pour tout vous dire, quand Michel Barnier m'a posé la question... Ah, il vous l'a posé? Oui, il m'a dit, est-ce que ça te dit de rentrer dans le gouvernement? Oui. Je sais pas à quel poste?
Ah non, mais c'était au tout début, quand il est arrivé à Matignon, on s'est vu 2 fois pour... Moi, je souhaitais qu'on soit responsable dans cette histoire-là, quoi. Bon, il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, moi, je ne veux pas rentrer dans le gouvernement, je suis président de ma région, j'ai le sentiment d'essayer d'être utile à ma région. Et je suis très bien là où je suis. Qu'est-ce qui vous j'ai pas de fantasme. Quel portefeuille vous aurez intéressé? Non, mais rien ne m'intéresse là, je le dis clairement. La seule hypothèse dans laquelle je m'imaginerais rentrer dans un gouvernement, David Lisnard est président de la République. On a compris tout à l'heure. J'ai confiance dans cet homme, je considère... Vous seriez de nouveau ministre de la Défense? Non, pas de la Défense, mais je veux dire, j'en sais rien, mais c'est la seule hypothèse dans laquelle je pourrais m'interroger. Si Édouard Philippe vous le proposait, ça serait non. Je n'aimerais rentrer, je n'ai aucun fantasme, j'ai été dans un gouvernement, donc j'ai pas ce fantasme. Bon, mais je n'aimerais rentrer dans un gouvernement qu'ayant participé pleinement, totalement à un projet politique et ayant confiance dans l'homme ou la femme qui arrive à la tête du pays. Vous voyez, ça fait beaucoup de conditions. Hein. Oui, j'ai vu. Rachida Dati, elle voudrait, elle propose en tout cas de faire payer l'entrée de Notre-Dame pour financer la rénovation de beaucoup d'églises en France. Oui, alors là, Notre-Dame, la cathédrale de Rouen, non, on n'a pas besoin de financement. Il y a des programmes. Il y a un programme qui s'est financé dans le cadre du contrat de plan. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée qui vient de sortir là? Elle vient de sortir. Rachida a toujours le sens de la communication, mais qui est parfois un peu aussi l'excès. C'est quand elle explique que les 5 euros, c'est-à-dire les 75 millions d'euros de recettes, permettraient de financer, de sauvegarder la totalité des églises de France. On est très, 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 très loin. On a mis en place avec Édouard Delamaze, qui est président de l'association d'ailleurs nationale de la protection du patrimoine religieux, qui est conseiller régional, une politique en faveur du petit patrimoine non classé, non protégé, et notamment nos églises. On a un sujet en France, c'est que les communes se sont regroupées. Et donc, il y avait une église par commune. Maintenant, il y a 20 églises pour une seule commune. Et donc, la question, c'est la protection de ce patrimoine qui est une part de l'identité du pays. Et donc, 75 millions d'euros, on est très, 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 très loin des besoins budgétaires. Merci Hervé Morin, Merci président beaucoup. de la région Normandie, d'avoir été notre invité ce matin dans Face au territoire. Merci Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde, associé à cette émission. La semaine prochaine, nous recevrons un jeune, très jeune communiste. Il est porte-parole du Parti communiste. Il s'appelle Léon Desfontaines. Il avait été tête de liste aux européennes. On peut être communiste à 25, entre 25 et 30 ans. On lui posera la question. On peut être impliqué dans la vie politique, espérons-le, quand on est encore jeune. Voilà. Merci Hervé Morin. Alors, on vous laisse retrouver vos enfants. Je crois que vous repartez en Normandie. Vous êtes levé très tôt ce matin pour être là. Merci infiniment. Au revoir. Tous les programmes continuent sur TV5 Monde.